Alors, nous avons vu de quoi était composé en fait Swing, des différentes classes qu'il y a. On voit qu'il y a une hiérarchie de classes, ce qui explique pourquoi on avait besoin de l'héritage. On a réussi dans la première partie à créer une fenêtre avec des boutons, un petit bout de texte, mais on n'a pas encore réussi en fait à interagir avec ce programme graphique, et c'est ce qu'on va voir maintenant dans le modèle événementiel, comment on peut en fait interagir avec un tel code. Ce qu'il y a de particulier en fait avec une fenêtre graphique, c'est que en fait les actions de l'utilisateur vont créer des événements directement en Java. Alors qu'est-ce qu'il y a comme événement? Eh bien, il y a par exemple un clic sur un bouton. On peut également avoir comme événement peut-être le déplacement d'un slider. La sélection d'un item dans une liste. Tout ça, ce sont des événements possibles en fait d'interaction. Et chacune de ces choses-là, eh bien, en fait, va être représentée par ce qu'on appelle en Java un événement. Il y en a d'autres, hein. On peut encore imaginer, par exemple, le déplacement de la souris. On peut imaginer l'appui d'une touche du clavier. Tout ça, ce sont des événements qui, en fait, ont leur pendant en Java. C'est représenté, en fait, tout ça par une classe mère qui s'appelle EventObject, qui va avoir des classes enfants qui vont représenter les différents, en fait, événements possibles pour lorsqu'on clique lorsqu'on clique sur un composant, lorsqu'on bouge notre souris. Alors, en fonction de l'interaction qu'on va avoir, eh bien, des objets vont être émis. On va voir comment ils sont émis, quel est le mécanisme qui fait qu'on peut émettre des objets. Mais on voit que, par exemple, lorsqu'on va avoir le focus qui passe dans notre fenêtre, quand par exemple vous passez avec votre souris sur un objet, il va recevoir un focus event. Lorsqu'on va cliquer sur un panel, on va recevoir un mouse event. Lorsqu'on tape sur notre clavier, notre programme va recevoir un key event. Lorsqu'on rend notre fenêtre toute petite ou lorsqu'on l'agrandit au maximum, on va recevoir un window event. Lorsqu'on va cliquer sur un bouton, on va avoir un action event, un change event lorsqu'on va déplacer un slider, etc., etc. Il y a toutes sortes d'événements comme ça qui vont être émis, et puis qu'on va voir maintenant comment en fait on va devoir réagir, parce que pour l'instant, notre code, je vous rappelle, il commence dans le main, dans notre modèle, et puis il continue après vers le bas, en sautant dans les différentes fonctions, en revenant lorsqu'on a terminé la fonction depuis l'endroit où on a appelé, et on peut, grâce à des boucles, revenir là au milieu. Maintenant, le modèle événementiel en fait va nous permettre de comprendre autre chose que ça, parce qu'en fait, on a besoin d'autre chose. On est obligé d'avoir maintenant, en effet, un nouveau modèle d'exécution du code. Pourquoi? Parce que notre modèle de haut en bas ne fonctionne pas. Le système, en fait, va nous envoyer un événement. Il va nous dire attention, l'utilisateur a cliqué à cet endroit, il a agrandi la fenêtre, il a rétréci la fenêtre, il a appuyé sur une touche. Et puis ces différents événements, ils vont être envoyés par le système, et c'est notre code qui va ou pas réagir en fonction de tout ça et dire oui, écoute, moi je suis intéressé à recevoir ça ou bien pas. Alors le modèle, c'est celui qu'on a ici en dessous, ce nouveau modèle d'exécution du code pour ces interfaces graphiques. On va avoir des composants, par exemple des boutons, qui vont pouvoir dire, grâce à une notification, j'ai été pesé. Et puis potentiellement un listener, ça va être une interface. Eh bien, le listener va s'abonner à ces notifications. Donc le listener s'abonne à des notifications faites par un composant, et le composant, il va dire j'ai été pesé. Et du coup, ici, on va avoir un appel de méthode dans le listener. Il faut imaginer ça, pour celles et ceux d'entre vous qui avaient déjà fait de la programmation bas niveau, peut-être en assembleur, comme une interrupt.
en fait, notre code va être interrompu dès qu'on va avoir, par exemple, un clic sur un bouton, notre code va être interrompu. On va sauter à l'endroit qui correspond au clic sur le bouton, endroit qu'on va pouvoir décider nous-mêmes. Puis, lorsqu'on aura fini de traiter ce clic de bouton, on va revenir là où on était. On va vraiment maintenant avoir un code qui, la majorité du temps, va rien faire du tout, et puis qui va réagir simplement aux événements lorsque ces événements vont arriver. C'est ça le modèle événementiel. Alors, pour pouvoir faire un exemple de ce modèle événementiel, je vous propose l'application suivante. On va simplement réaliser une fenêtre dans laquelle il va y avoir un bouton sur lequel ce sera écrit Click Me. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, eh bien, on va changer le texte de la fenêtre en écrivant un button clicked. On va faire ça dans une vidéo maintenant. Donc j'ai commencé à écrire un petit bout de code ici dans la classe EventDemo qui est en JFrame, qui va donc créer une fenêtre. Cette fenêtre, eh bien, elle va avoir une taille de 50 par 100, elle va se retrouver à la position 1500 par 600, à peu près par là. Et puis j'ai créé également deux labels, j'ai créé un label JL1 qui correspond à ce qu'on a vu sur le slide, donc Nothing. Et puis un premier bouton JB1, ici qui va contenir le texte Click Me. Comme layout, j'ai choisi un flow layout. Ici, j'ai fait un flow layout anonyme, donc j'ai pas mis ça, j'ai pas mis cette instance dans un objet que je peux nommer, mais je l'ai laissé de manière anonyme ici. Ça, l'avantage, c'est que ça prend qu'une seule ligne, puis comme je le réutilise pas, c'est pas grave, de pas avoir accès au nom que je pourrais donner ici, vu que je le réutilise pas après. Dans ma fenêtre, j'ajoute mon bouton, puis mon label, et à la fin, je rends ma fenêtre visible, ce qui, lorsque j'exécute mon code, eh bien, donne la chose suivante ici. Bien entendu, pour l'instant, quand je clique, rien ne se passe, parce que je n'ai pas encore fait de listener. Alors pour faire un listener, justement, eh bien, il faut deux choses. Il faut créer un listener, puis dans un deuxième temps, il faut lier le listener à une source d'événements. Ici, ma source d'événements, ça va être mon bouton. Je veux que lorsque j'appuie sur le bouton, eh bien, ça crée un événement. Alors je vais pouvoir cliquer sur le bouton avec ma souris, je vais pouvoir, si le focus est sur le bouton, appuyer sur la touche entrée et ça va déclencher mon événement. Peu importe comment il sera déclenché, ce sera la même action, mais ce sera mon bouton qui va générer cette action-là. Alors, à mon bouton, je dis bien Add Action Listener, et puis ce bouton, il attend un Action Listener. Alors, Action Listener, c'est une interface qui doit donc être implémentée par une classe. Il y a deux manières de faire ça. La première manière, je vous la montre maintenant, on fait une classe, ici Button Listener, qui va implémenter Action Listener. Alors en fonction des différents composants qu'on a, on va avoir différentes interfaces à implémenter. Lorsque c'est un bouton, c'est un Action Listener. Si je fais CTRL espace ici, eh bien, je vois la méthode que je dois implémenter, c'est Action Performed qui est ici. Alors je vais faire tout simple pour l'instant, je ne vais pas encore changer le texte, je vais juste afficher clicked sur la console lorsque l'action sera faite. Donc ici maintenant, j'ai mon bouton et je dois lui donner une action. Donc je vais ici créer mon button listener. J'ai une classe tout à fait standard. Et là, je crée un objet de cette classe-là. Et puis, ce que je fais ici, et c'est ça en fait, toute la subtilité, elle est là, à cette ligne 27. Je fais un lien entre mon bouton et le listener qui se trouve là-haut. Regardez bien dans mon code ici, j'ai pas de main, j'ai pas de while, j'ai pas de boucle qui attend. Il y a une boucle en fait implicite qu'on ne voit pas, qui fait que lorsque je lance mon programme, tant que je ne l'ai pas fermé à l'aide de la petite croix qui est en haut, eh bien mon programme va rester, va fonctionner et va tourner. Par contre, je vais appeler cette méthode-là, qui se trouve là-haut, que lorsque j'aurai fait quelque chose sur ce bouton-là. Vérifions si ça fonctionne. Je clique, et bien regardez, à chaque fois que je clique, ça écrit sur click. Si maintenant, là j'appuie plus avec ma souris, mais j'appuie avec mon clavier, eh bien l'action est lancée, ça fait le click qui est là-haut. Très bien. Si maintenant, je vous montre la deuxième manière de faire. La deuxième manière de faire consiste à réaliser ce qu'on appelle un listener anonyme. Donc là où on avait un listener complet, on peut également dire, eh bien, je fais un listener anonyme en disant new button listener, CTRL espace, et je fais une deuxième fois CTRL espace. Pardon, je dois d'abord faire ici ça comme ça.
à l'intérieur. Et vous voyez ici, j'ai un crochet à l'intérieur du button listener. Et puis là, ça c'est du code qui a été généré tout seul. Et bien ça c'est un listener anonyme, donc je n'ai pas créé une classe là-haut, mais il y a la même méthode à l'intérieur, parce qu'en fait le compilateur sait que ici ça attend un button listener, donc je n'ai pas besoin d'écrire ici ce implements là-haut. Donc ça c'est plus court, et ça a l'avantage de prendre moins de place. Souvent on fait comme ça parce que simplement on n'a pas besoin de faire une autre classe à part pour faire ça, vu qu'on utilise juste à un seul endroit. Ici, regardez, si j'ai mon listener là, que je veux faire un petit message lorsque je clique simplement sur un bouton, eh bien c'est facile à faire comme ça. Je ferme les programmes qui restaient en arrière-plan. C'est un avantage aussi, c'est qu'on a accès directement, lorsqu'on fait cette manière-là, on a accès directement aux différents attributs qui se trouvent par ici. Donc si par exemple ici je souhaite changer le texte de mon label, donc jl1.set texte, comme c'était en fait l'objectif, eh bien c'est très simple de faire ça, parce que ici jl1 est dans la portée, il se trouve juste là-haut, donc on peut accéder avec le listener anonyme à ça, et en fait, vous voyez, mon button a été cliqué ici. Si je veux faire ça avec la classe là-haut, c'est tout à fait possible, mais je dois faire un code un peu plus compliqué. Je dois en effet, eh bien, dans le constructeur ici, passer le JLabel que je souhaite changer. Pour pouvoir eh bien, appeler la méthode setText du JLabel, parce que dans cette classe ici, autrement, on n'a pas accès au JLabel. Là, je peux faire maintenant mon code. En enlevant ce qui vient sur la console, donc là, j'enlève le listener anonyme. Je vais peut-être le mettre en commentaire, sinon on en a besoin plus tard. bl. Non, c'était, pardon, jb1 add action listener bl. Et là, maintenant, je dois donner comme argument dans mon constructeur, comme je l'ai donné là, un JLabel. Donc, je vais passer mon JLabel, JL1. Et si j'exécute mon code, mon bouton est appuyé. Comment faire, selon vous, si on voudrait faire que ici, on affiche le nombre de fois qu'on a appuyé sur le bouton? Je vous propose de mettre la pause sur votre vidéo et de réfléchir à comment faire pour que ici, dans le texte, apparaisse le nombre de fois où on a appuyé sur le bouton. Voilà, c'est fait. Vous avez trouvé? Alors, une possibilité, selon moi, est de faire la chose suivante, c'est de mettre un compteur dans la classe ici, nClicks, par exemple, pardon, nClicks, qui serait égal à 0. Et simplement, ici, le mettre à l'intérieur en faisant quelque chose comme ça, nClicks, plus, simplement on incrémente ce compteur-là, et si on appuie, et bien on a ça. Si on reprend ici maintenant le mécanisme de la programmation événementielle, on a deux choses. On a tout d'abord un composant, ça peut être un JButton, ça peut être un slider, ça peut être différentes choses, et on a un listener, un ou plusieurs listeners. Les listeners vont s'abonner au composant en disant ben voilà, je suis intéressé à ce que tu génères comme événement, et du coup les composants, lorsqu'ils génèrent des événements, eh bien, ils vont notifier les différents listeners. Les listeners sont en réalité des interfaces au sens Java du terme. Et si on regarde l'exemple qu'on a ici, on a un click listener qui va implémenter action listener. Action listener, c'est ce qui correspond aux événements qui sont lancés par un JButton. Et puis là, on a l'implémentation avec le action performed qu'on a vu, comme dans la classe tout à l'heure, avec ici l'exemple complet pour pouvoir changer le texte. Après s'être intéressé à comment implémenter la partie listener, on peut regarder maintenant comment le composant en fait se lie au listener, donc ce mécanisme d'abonnement qu'on a là. Bien, cet abonnement, si on a un JButton comme celui-ci, eh bien on va s'abonner, on va faire ce lien en fait entre le listener et le composant en créant sur le bouton qui nous intéresse
cet appel de méthode add action listener. Sur le bouton, on lui dit je m'abonne avec ce listener qui est là aux événements que le bouton va faire. Vous retrouvez tout le code qui a été présenté dans la petite vidéo avant et puis ici sur le site avec le fichier eventdemo.java. En conclusion, les interfaces utilisateurs font de vous des programmeurs et des programmeuses complètes. Vous pouvez réaliser maintenant une application de A à Z, depuis la partie algorithmique jusqu'à la partie présentation de l'interface utilisateur de manière autonome. Pour pouvoir faire ça, eh bien, on a dû rajouter à vos connaissances de programmation orientée objet les différents concepts d'héritage, d'interface et de classe abstraite. Vous avez vu que c'était utile parce que ces différents mécanismes sont présents partout dans les interfaces utilisateurs.